On vous a répété que l'amour devait vous compléter, comme si vous n'étiez qu'une moitié en attente d'une autre. Brisez le miroir, ce récit n'est pas tendresse, c'est pédagogie de la dépendance. Dans la lumière crue, une question demeure: qui êtes-vous quand il n'y a plus personne pour vous renvoyer une image aimable? Nietzsche aurait souri devant le théâtre. On confond chaleur et chaîne, réconfort et renoncement. La quête de l'âme sœur devient parfois la plus subtile des fuites hors de soi. Or, le test décisif commence là où s'arrête la mise en scène, dans la pièce nue de la solitude, sans applaudissements ni doublure. C'est ici que se pèsent vos désirs sans décor, vos choix sans témoin, votre vertèbre sans béquille. Si le cœur réclame une présence, qu'il apprenne d'abord à n'être pas une demande. Que reste-t-il lorsque l'on retire le besoin d'être aimé? S'il reste un axe, alors l'amour ne sera plus un remède, il deviendra un surplus. On nous apprend à considérer le célibat comme une salle d'attente. Tickets numérotés, musique douce, promesse qu'une porte s'ouvrira bientôt sur la vraie vie. Les écrans déclinent la même liturgie comédie sentimentale, refrain pop, slogan d'apps, jusqu'à ce que l'idée s'imprime dans la moelle. Être en couple, c'est être validé. Rester seul, c'est être en défaut. Sous cette cosmétique, Nietzsche reconnaîtrait la vieille peur vêtue de neuf, la fuite devant soi, emballée en destin partagé. La norme n'exige pas que vous aimiez, elle exige que vous vous conformiez, que vous lissiez vos angles, que vous abdiquiez le droit de ne pas être aimable. Le couple devient alors une amnistie contre la lucidité, vous êtes quitte de vous rencontrer. Mais la salle d'attente a un coût. On échange sa trajectoire contre la distraction, sa voix contre un cœur où l'on chante juste, son exigence contre la paix tiède. Les conseils modernes compromettent tôt, répondre vite, rassurer toujours dressent à la docilité. On apprend à mériter la présence de l'autre avant d'avoir mérité la sienne. De cette dilution naît le mensonge tranquille. On se croit généreux, on devient commode. On se croit profond, on devient compatible. On confond la chaleur des habitudes avec la lumière d'une vérité et l'on s'endort dans une proximité sans poids. Refuser la salle d'attente n'est pas mépriser l'amour, c'est refuser l'assignation. Le célibat cesse d'être une antichambre pour redevenir un espace de travail. On y restaure les bords, on y trie les loyautés, on y apprend la différence entre consolation et élévation. Le regard que vous cherchez à l'extérieur doit d'abord être possible de l'intérieur, sans maquillage ni applaudissements. Alors, les signes changent de sens, les silences ne menacent plus, ils clarifient, les dimanches vides ne blâment plus, ils forment, les tentations de se disperser ne séduisent plus, elles avertissent. La culture dira que vous prenez du retard, vous saurez que vous reprenez du terrain, car la seule vie qui mérite d'être offerte est celle que vous avez cessé de quémander. Lorsque la porte s'ouvrira, si elle s'ouvre, ce ne sera plus pour vous délivrer du vide, mais pour accueillir votre densité. Le piège ne se présente pas comme une prison, mais comme une caresse. Deux personnes s'approchent, non pour s'agrandir, mais pour se soulager. Sans le dire, elles signent un contrat tacite. Je porterai ta peur si tu portes la mienne. Je validerai tes fuites si tu excuseras les miennes. C'est un pacte de non-agression travesti en amour. On appelle cela compromis, maturité, sens du couple. Nietzsche y verrait une alliance défensive contre l'exigence de devenir. À la place d'une ascension, on installe une couette tiède, confort contre clarté, apaisement contre axe. Très vite, la chorégraphie se met en marche. Vous réglez vos phrases sur la météo émotionnelle de l'autre. Vous rognez un projet, puis un angle, puis une partie de votre voix, pour que la surface reste lisse. On confond la douceur avec la politique du moindre heurt. On confond l'attention avec la gestion de l'anxiété d'autrui. On confond la loyauté avec la tolérance à la petitesse. Sous cette ouate, l'âme se rétrécit. L'élan créateur s'étiole, non par décision, mais par 1000 réallocations invisibles. Un soir sans lecture, un matin sans discipline, une frontière repoussée d'un pas pour ne pas faire d'histoire. La relation devient une entreprise de maintenance. On y répare des égos fragiles, on y entretient une météo stable, on y subventionne la peur du vide. L'estime, elle, décroît, car personne n'admire longtemps celui qui se renie. Même l'autre, inconsciemment, perd le respect que l'on perd pour soi. La présence d'un être qui se courbe finit par peser, comme un miroir qui fausse la taille réelle. Le plus retors,
c'est que cette entente se nourrit d'un langage noble. Je t'aime donc, je m'adapte. Nous tenons donc, nous cédons. Mais c'est une économie à découvert. Chaque concession non choisie creuse une dette d'amertume. Chaque mensonge de politesse ajoute une couche de brouillard. Chaque renoncement accumulé sédimente une colère muette que la tendresse ne sait plus dissoudre. La paix achetée devient une trêve perpétuelle où l'on survit côte à côte, petit à petit. Sortir du piège commence par nommer le contrat. Non pas accuser l'autre, mais retirer la clause secrète. Je ne te demanderai plus de couvrir mes fuites et je ne couvrirai plus les tiennes. Ce non n'est pas une rupture, c'est la fin d'une collusion. Si l'amour doit rester, qu'il reste parce que deux axes se regardent sans se plier. Sinon, que la solitude remette la barre au centre. Dans cette clarté, l'union redevient possible, non comme refuge, mais comme rencontre de deux volontés qui n'ont plus besoin de s'excuser d'exister. La mécanique est précise, presque clinique. Une louange tombe, la peau se réchauffe, un bip discret scelle la transaction. La chimie récompense, l'ego obéit. Ce que l'on appelle amour devient souvent un système de renfort intermittent où chaque sourire délivre une microdose et chaque silence déclenche une fringale. Le besoin d'être validé ne parle pas de tendresse, il parle d'orientation. On se tourne vers la source de la prochaine caresse comme une plante captive de la fenêtre. Nietzsche aurait donné un autre nom à cette lumière, une morale du troupeau, qui n'illumine rien, mais qui éblouit juste assez pour uniformiser les yeux. On ne cherche plus la vérité intérieure, on cherche la température sociale où l'on ne frissonne plus. La dépendance à la validation commence par une lente capitulation de l'intellect. Pour être aimé, on simplifie. Pour être sûr, on répète. Pour être rassurant, on lisse. La pensée cesse d'être un acte et devient un service. Livrer le plat attendu, tiède, digeste. Les angles s'arrondissent au rythme du scrolling. On apprend à flairer l'humeur collective pour parler juste au bord du consensus, là où l'on ne risque ni solitude ni profondeur. La dopamine fait le métrage, la conformité coupe au ciseau. Peu à peu, l'originalité ressemble à une imprudence, la nuance à un luxe, le désaccord à une menace contre l'appartenance. La question « est-ce vrai ?» cède la place à « est-ce applaudi ?» et la colonne vertébrale prend la forme du fauteuil où l'on s'assoit trop longtemps. Le troupeau n'impose pas par la force, mais par l'ambiance. Il n'ordonne pas, il propose, suggère, félicite, attriste. Il multiplie les signaux faibles jusqu'à ce que la carte du permis interdit se grave dans la peau. À chaque bravo public, une fibre cède. À chaque réprobation vague, un air se crispe. Et l'on promet de faire mieux, c'est-à-dire de faire pareil. Cette économie affective récompense moins le courage que la prudence, moins la création que la reconnaissance des codes. On s'épuise à rester dans le champ aimable, on apprend à demander la permission avant d'exister pleinement. On se félicite d'une vertu qui n'est que maîtrise de soi par peur. Il faut reprendre la télécommande, réintroduire un décalage froid entre le stimulus et la réponse, créer une douane où l'impulsion déclare ses marchandises. Un compliment n'est pas un ordre, une grimace n'est pas une loi. Ce sont des données qui n'entrent pas chez vous sans contrôle. Le protocole est simple et exigeant. Suspendre l'empressement, tolérer la dissonance, laisser l'envie de plaire, se déposer jusqu'à ce qu'elle perde son pouvoir normatif. La solitude devient ici un laboratoire où l'on désinstalle les applications qui vampirisent l'attention et où l'on réécrit les permissions d'accès à l'âme. Alors, la morale du troupeau retrouve sa juste taille. Non plus un ciel à craindre, mais un bruit de fond. L'esprit redevient tranchant, l'expression parcimonieuse, le regard, apte à endurer l'impopularité momentanée que tout pas vivant exige. La solitude n'est pas un couloir vide, c'est un atelier fermé où le vacarme du monde n'entre plus. On y franchit un seuil que peu acceptent, l'absence de témoins. Là, chaque idée cesse d'être un geste pour séduire. Elle doit porter son propre poids. La métaphore est juste. Le lieu est une forge, le silence, le marteau, la discipline, l'enclume. On pose sur le métal incandescent tout ce qui, dans votre vie, se déforme par peur d'être seul. Les projets commencés pour plaire, les choix dictés par l'humeur des autres, les traits de caractère que vous avez polis,
jusqu'à perdre l'arête. Au premier coup, la fumée pique les yeux. Ce sont les illusions qui brûlent, ces images apprises de vous-même qui ne survivent pas à la chaleur. Vous croyez vouloir être aimé, vous découvrez que vous vouliez surtout cesser d'avoir peur. Vous croyez chercher une âme sœur, vous constatiez surtout la fatigue d'assumer votre axe sans béquille. Regarder le vide n'est pas romantique, c'est méthodique. On s'assoit face à ce qui tremble, le désir de reconnaissance, la compulsion à expliquer, la fuite dans les distractions qui imitent la vie. Nietzsche nommait cela choisir sa souffrance. Ici, la douleur n'est pas un accident, elle est l'outil qui rebat l'alliage. Vous menez l'expérience jusqu'à ce qu'un phénomène apparaisse. La sensation perd son statut d'ordre. Elle devient donnée. Elle informe, elle n'impose plus. À mesure que le bras lève et frappe, les strates molles se décollent. La phrase redevient droite. Le regard, sobre. Les promesses, rares. On n'argumente plus contre la peur. On la fait travailler, comme on apprivoise la chaleur pour durcir un acier. Dans cet espace, le temps change de texture. Les heures ont des bords, les jours un fil. Vous passez d'un calendrier réactif à un calendrier souverain. Lire quand l'esprit est clair, créer avant de s'exposer, s'épuiser physiquement pour reposer l'âme, couper l'afflux de stimulation jusqu'à retrouver la capacité d'ennui qui est une porte d'entrée vers la profondeur. Les relations se reclassent à la périphérie. Elles ne sont plus des anesthésies, mais des rendez-vous. On ne vient plus vous remplir, on vient vous rencontrer. La forge produit un effet latéral que le monde reconnaît sans savoir le nommer, une densité tranquille. Vous n'avez plus besoin d'accrocher. Vous tenez, on peut vous contredire sans vous déplacer, vous séduire sans vous dissoudre, vous menacer sans vous accélérer. Ce que vous offrez n'est plus une demande en quête de réponse, mais une présence qui a déjà payé son prix dans la chambre chaude où l'on apprend à devenir soi sans public. La volonté de puissance n'est pas une main posée sur les autres, c'est une main reprise sur soi. Elle ne commande pas le monde avant d'avoir refondé la cité intérieure. Jusqu'ici, vos pulsions légiféraient par urgence. La peur signait des décrets, l'envie publiait des arrêtés, la paresse votait des moratoires. Vous obéissiez parce que l'émotion criait plus fort que la loi. Reprendre l'autorité, au sens nietzschéen, consiste à dissoudre ce parlement bruyant et à instaurer un exécutif silencieux. Les affects deviennent des conseillers techniques, la décision retrouve le sceau du souverain. La formule est simple et intraitable. Le signal informe, il n'ordonne plus. Vous commencez par réécrire la constitution des priorités, non pas ce qui fait du bien tout de suite, mais ce qui augmente ma puissance d'être sur la durée. Les actes cessent d'être des réactions, ils redeviennent des causes. Le sommeil devient une institution, non un reste. La lecture, un ministère, non un passe-temps. L'effort physique, un impôt volontaire qui finance la clarté. Vous retirez aux écrans la prérogative d'ouvrir vos matinées. Vous retirez aux humeurs le droit de fixer la cadence. Ce qui plaisait à la foule intérieure perd le trône. La citadelle ne s'agrandit pas par coups d'éclat, mais par routine dure. Même heure, même geste, même lenteur, jusqu'à ce que la trajectoire prenne la place de la motivation. Vient ensuite la hiérarchie des désirs. On ne renie pas l'appétit, on l'éduque. Les faims basses apprennent l'attente. Les appétits nobles reçoivent la ressource rare, votre pic d'attention, vos heures claires, vos forces fraîches. Vous cessez de dilapider le meilleur de vous dans des obligations molles et des conversations qui n'engendrent rien. Le refus ne se justifie pas, il s'exerce. Cette parcimonie n'est pas une sécheresse affective, c'est une écologie de la force. On arrose ce qui porte du fruit, on laisse mourir ce qui vampirise. La volonté de puissance corrige aussi la grammaire du jeu. Vous ne dites plus « je suis anxieux donc je n'agis pas », mais il y a de l'anxiété et j'agis quand même. Vous ne dites plus « je ne suis pas inspiré », mais j'entre dans la tâche et l'inspiration suivra l'empreinte du pas. L'identité cesse d'être un alibi, elle redevient une œuvre en cours. À mesure que cette logique s'installe, la peur perd son statut de divinité. Elle redevient un météorologue scrupuleux qu'on écoute sans lui céder le gouvernail. Alors, l'extérieur change de texture. Les agendas d'autrui ne vous convoquent plus, ils vous proposent.
Les pressions n'imposent plus. Elles testent la solidité du cadre. On peut réclamer « vous gardez votre tempo ». On peut flatter « votre seuil ne s'abaisse pas ». On peut menacer d'absence « votre cap ne dévie pas ». Vous n'avez conquis personne. Vous vous êtes conquis. Et cette conquête, silencieuse, installe une évidence que la salle perçoit avant de la comprendre. Ici, la loi n'est plus l'émotion du moment, mais la structure d'une vie choisie. La douleur n'est pas une alarme à fuir, c'est un matériau à façonner. Ce que l'on appelle souffrir n'est pas uniforme. Il existe une douleur qui ronge celle de l'évitement, des promesses ajournées, de la dispersion sans œuvre, et une douleur qui sculpte, une résistance franche qui vous donne une forme. Choisir la seconde exige une lucidité dure, ne plus mendier les anesthésies, ne plus rebaptiser paresse en douceur, ne plus confondre se comprendre avec se dispenser d'agir. Nietzsche parlerait d'un art de déployer l'énergie contre soi-même pour s'ériger. L'ascèse n'est pas hargne, c'est géométrie. On trace une ligne, puis on y revient, même quand le corps négocie, même quand l'esprit invente des détours plausibles. Le matin appartiendra à la tâche qui augmente votre puissance d'être, non à la liturgie des prétextes. La fatigue deviendra une information, non une excuse. Le confort, une récompense, non un domicile. Dans cette logique, l'effort n'est plus un châtiment, mais un outil de précision. On fixe les poids là où l'âme tremble. Lecture lente quand l'impatience voudrait picorer. Écriture sans témoin quand l'ego réclame un public. Labeur physique quand l'esprit cherche une échappatoire abstraite. La douleur utile se reconnaît à ses traces. Elle clarifie le regard, ordonne la journée, simplifie la parole. La douleur vaine, elle, laisse un arrière-goût de chaos poli et de culpabilité tiède. Il faut donc instituer des seuils. 30 minutes d'inconfort assumé, avant toute concession, un chapitre lu sans sauter les lignes, une page écrite sans retoucher la première phrase, une séance menée jusqu'au dernier mouvement. La volonté cesse d'être un élan héroïque. Elle devient une administration régulière du difficile jusqu'à ce que le difficile se normalise. Rien de spectaculaire ne se produit, et c'est précisément le signe. Le visage ne devient pas dur, il devient simple. Le calendrier ne se remplit pas, il se densifie. Les relations ne s'effondrent pas, elles se trient. À mesure que vous choisissez la douleur qui vous construit, les autres douleurs perdent leur droit de séjour. Le vide social n'effraie plus. Il libère une clarté d'atelier. Les comparaisons ralentissent, le jugement se dégonfle, l'envie s'éteint faute de carburant. Vous ne cherchez plus à prouver, vous persévérez. Alors le monde extérieur répond d'une manière discrète mais constante. Les occasions se rapprochent de votre cadence, les paroles superflues s'absentent d'elles-mêmes, les exigences floues se heurtent à un relief qu'elles ne peuvent plus niveler. La forme apparaît, non dans le miroir, mais dans la tenue des jours. Ce que vous endurez cesse d'être ce qui vous arrive. C'est ce que vous avez choisi pour grandir. L'attraction véritable ne naît pas du manque affiché, mais de la complétude silencieuse. Quand vous cessez d'attendre qu'un autre comble la faille, votre présence change de densité. Vous n'appelez plus, vous aimantez. La distance devient alors un art, non pour se dérober, mais pour préserver l'altitude d'où l'on voit juste. On confond souvent cette retenue avec de la froideur. Elle est au contraire hospitalité exigeante. Vous ne recevez que ce qui supporte la clarté de votre lumière. Plus rien n'est affaire de mascarade, ni séduction par diversion, ni proximité anxieuse, mais de forme. Une ellipse où vos deux orbites peuvent exister sans collision, chacune gardant sa gravité. Cette suffisance n'est pas indifférence, c'est hygiène de l'âme. Elle refuse les échanges où l'on demande à l'autre d'éteindre le bruit intérieur qu'on ne veut pas écouter soi-même. Vous ne transformez plus la relation en anesthésique, vous la traitez comme un vin rare. On l'ouvre pour célébrer une plénitude, non pour survivre à un vide. Dès lors, les signes se redistribuent. Le silence entre deux messages ne menace plus, il vérifie la cohérence. L'absence passagère ne déclenche pas l'alarme, elle confirme l'autonomie. La parole devient couturière, ajustant sans serrer. Nietzsche dirait que la volonté cesse de quémander des garanties. Elle préfère le risque d'être elle-même à la sécurité de se dissoudre.
L'esthétique de la distance est aussi une éthique du seuil. Vous maintenez des portes qui s'ouvrent lentement et se referment sans bruit, afin que l'on apprenne la valeur de traverser. La rareté n'est pas stratégie, elle est conséquence. Vos heures claires, votre calme, vos chantiers ne s'offrent pas au hasard. Et c'est précisément ce refus du bradage qui rend la rencontre désirable. On accourt moins pour vous capter que pour s'accorder. On arrive moins en quête d'apaisement que de vérité tenue. L'être avec cesse d'être une fusion rassurante et devient une juxtaposition féconde. Deux architectures entières se côtoient et, par ce voisinage, s'élargissent. Il y a alors un paradoxe souverain. Plus vous pouvez marcher seul, plus votre pas invite. Car celui qui n'a pas besoin d'être aimé peut enfin aimer sans condition d'échange. La distance protège cette générosité de confiscation. Elle fait de votre oui un acte, non une dépendance. On vous dira trop indépendant, on vous soupçonnera de dureté. Pourtant, ceux qui savent lire la nuance reconnaîtront la chaleur contenue d'un feu qu'on n'utilise pas pour se chauffer à toute heure, mais pour illuminer quand il faut voir. L'aura naît de là, d'un champ magnétique fait de choix, de frontières nettes, d'une lenteur assumée qui retire à la peur son pouvoir de négociation. Et si l'amour survient, il ne vous sauve pas, il vous rencontre. Deux sources qui coulaient déjà trouvent un lit commun sans perdre leur source. Vivre comme quelqu'un qui se suffit, c'est organiser ses jours autour d'un axe et non d'un agenda d'alerte. Le matin n'appartient pas au vacarme, il appartient à ce qui augmente votre puissance d'être. Vous entrez dans la journée comme on pousse la porte d'un atelier. L'air est frais, les outils sont à leur place, la tâche attend. D'abord, on nourrit l'esprit avant de s'exposer. Une lecture lente qui creuse, non qui distrait. Quelques lignes écrites sans témoin, qui alignent la pensée avec la colonne vertébrale. Un corps mis au travail pour que la tête ne flotte pas. La solitude n'est pas ici retrait, mais condition d'accordage. On retire le cœur pour entendre la note juste. Les messages patientent. Votre tempo ne s'emprunte pas au battement cardiaque d'autrui. Dans l'échange, vous traitez la parole comme une matière noble. Parler moins, c'est consentir à peser. Vous ne multipliez plus les explications. Vous posez des décisions. Le refus cesse d'être un drame, il redevient une frontière lisible. Vos émotions ont un droit d'expression, non un droit de veto. Elles informent, vous tranchez. Cette hygiène se voit dans de petits gestes sans emphase. Répondre quand l'esprit est clair, différer quand la demande est floue. Demander de préciser plutôt que de combler. À mesure que ce protocole s'installe, la validation extérieure perd son charme. L'éloge devient agréable sans être nécessaire, la critique intéressante sans être un verdict. Votre emploi du temps cesse d'être un alibi. Il devient une grammaire. On y reconnaît une alternance qui vous tient droit. Période d'effort concentré, pause nette, moment d'immobilité, où la poussière retombe et où l'on voit enfin ce que la hâte rendait invisible. Les relations changent de texture. La présence n'anesthésie pas, elle élève. L'écoute ne flatte pas, elle aiguise. L'affection ne promet pas, elle prouve. Vous tenez vos heures comme on tient une porte lourde, sans claquer, sans céder. Et si l'on vous presse, vous laissez la précipitation mourir d'elle-même contre la masse de votre rythme. Ainsi se forment des jours qui signent votre nom sans le crier. Rien d'ostentatoire, tout d'exact. Vous n'espérez plus qu'on vous complète. Vous devenez quelqu'un avec qui marcher ne coûte pas sa verticalité. Alors, si l'amour survient, il trouve un pas déjà sûr. Vous ne demandez pas qu'on vous tienne debout. Vous proposez une route, vous n'êtes pas une moitié en errance. Vous êtes une source qui choisit son lit. Lorsque la dépendance tombe, la vie reprend son relief. Les jours cessent d'être des couloirs éclairés au néon, ils redeviennent des sentiers avec du ciel. La solitude n'a rien d'un désert quand elle est tenue. C'est un atelier où l'on polite l'outil, une forge où l'on rend la lame digne de couper le faux. Alors l'amour, s'il survient, n'est plus une transfusion. C'est une rencontre entre deux réserves pleines. Vous n'y cherchez pas un abri, vous y offrez une maison déjà bâtie. La volonté de puissance, ici, n'écrase personne. Elle pose un axe, et l'axe laisse passer ceux qui s'accordent. Faites de cette saison un serment discret. Moins de supplications, plus de tenue. Moins d'attente, plus d'œuvre.
Laissez les mots faciles se dissoudre dans le silence que vous tenez comme un bord de table. Accueillez la lenteur qui vous rend lisible à vous-même. Tolérez l'inconfort qui vous rend vrai. Soustrayez-vous au vacarme jusqu'à entendre la note qui ne ment pas. Et quand la peur revendiquera son dû, traitez-la comme un messager, pas comme un roi. Le reste suivra l'évidence des choses bien construites. On viendra vers vous pour marcher, non pour s'accrocher. On lira dans votre présence une invitation, non un manque. Si l'amour franchit votre seuil, qu'il trouve la lumière allumée et les murs droits, vous n'avez rien à prouver, vous avez à devenir. L'homme qui n'a besoin de rien commande tout. Restez silencieux, observez, puis frappez non quelqu'un, mais ceux qui en vous continuent de demander la permission d'exister. Ne déclarez rien, exécutez.